Les mesures punitives américaines furent déclenchées comme une offensive directe dans le bras de fer qui attise depuis longtemps les tensions entre Washington et le Venezuela. Elles visaient à étouffer l'industrie pétrolière de Caracas et à bloquer toute voie de sortie. Mais l'intervention de la Chine bouleversa entièrement la situation. Pékin ignora le blocus, traversa la faille et bafoua ouvertement les sanctions. Désormais, avec le Venezuela et la Chine alignés face aux pressions américaines, les mastodontes du secteur pétrolier s'alarment, car l'équilibre énergétique mondial vient d'être profondément modifié. Et tandis que Washington s'efforce d'endiguer la vague, la Chine et Caracas surfent déjà sur le courant qui redessine la carte du pouvoir pétrolier. Au début de l'année 2025, les États-Unis déclenchèrent ce que plusieurs spécialistes décrivirent comme une attaque financière équivalente à une explosion nucléaire, visant l'industrie pétrolière vénézuélienne. L'objectif officiel paraissait limpide, asphyxier l'économie de Caracas jusqu'à provoquer son effondrement total. Mais dans la réalité, l'opération dépassa largement une simple suspension des achats américains. Washington choisit d'abord de retirer l'autorisation d'exploitation accordée à Chevron, mettant fin au dernier pilier significatif de production pétrolière américaine au Venezuela. Cette activité dépassait fréquemment les 100 000 barils par jour jusque-là. Toutefois, la mesure la plus spectaculaire se produisit le 2 avril 2025, lorsque fut mis en place un mécanisme inédit de tarifs secondaires. Les États-Unis formulèrent leur message de façon brutale, presque pédagogique. Tout pays achetant ne serait-ce qu'une quantité symbolique de pétrole vénézuélien verrait la totalité de ses exportations vers le marché américain frappée d'une surtaxe de 25%. Aucun domaine n'était épargné. Électronique, équipements domestiques, ameublement, fournitures industrielles, tout basculait soudain dans la catégorie des marchandises non compétitives. Dans un environnement où les droits de douane américains avoisinent généralement les 2%, ce bond vers 25% représentait une quasi-condamnation commerciale. La logique mathématique derrière cette décision était implacable. Rendre l'acquisition de pétrole vénézuélien si onéreuse qu'elle deviendrait impossible pour tout pays souhaitant conserver l'accès au marché américain sans subir un choc économique immédiat. Il s'agissait de l'une des démonstrations les plus agressives du poids économique des États-Unis sur l'hémisphère occidental depuis plusieurs décennies. À Washington, l'analyse paraissait évidente. Aucune nation raisonnable n'abandonnerait le plus vaste marché de consommation de la planète simplement pour maintenir des liens énergétiques avec Caracas. L'équation semblait parfaite, presque élégante dans son cynisme. Pourtant, l'administration américaine commit une erreur d'évaluation monumentale. Elle négligea le seul acteur mondial qui n'avait plus rien à perdre face aux surtaxes américaines, la Chine. Depuis des années, Pékin opérait déjà au cœur d'un affrontement commercial permanent avec Washington. Les taxes successives avaient cessé de surprendre les entreprises chinoises. Une pénalité supplémentaire, même de 25%, ne modifiait plus la dynamique. Au contraire, elle s'inscrivait dans un environnement déjà saturé de tensions douanières. Ainsi, alors que l'Europe, l'Asie du Sud-Ouest, l'Afrique du Nord et plusieurs pays latino-américains se retiraient en urgence pour éviter une confrontation directe avec les États-Unis, la Chine se retrouvait dans une posture unique, insensible à la pression et parfaitement positionnée pour s'emparer d'un marché délaissé par tous les autres. Le pétrole vénézuélien, autrefois réparti entre plusieurs partenaires, se muait soudain dans un gisement totalement disponible pour une puissance prête à défier Washington. Pékin ne se limita pas à augmenter discrètement ses achats. Elle transforma cette situation en une opportunité stratégique majeure. Avec les concurrents évincés, la Chine devint non pas un client parmi d'autres, mais l'unique acheteur capable de négocier en position dominante. Le marché redéfini par les sanctions américaines créait un rapport de force où Pékin détenait désormais tout le levier commercial. Au lieu de se limiter à absorber les volumes de pétrole déjà existants, Pékin posait un acte spectaculaire. En septembre 2025, alors que l'attention médiatique mondiale se focalisait sur les répercussions du choc tarifaire, l'entreprise chinoise China Concorde installa la première grande plateforme pétrolière offshore construite au Venezuela depuis des années, en plein cœur du lac Maracaibo. Il s'agissait d'un investissement colossal, évalué à plusieurs milliards, destiné à faire grimper la production locale d'environ 12 000 barils par jour à près de 60 000 d'ici l'année 2026.
Alors que Washington s'efforçait d'étrangler l'industrie énergétique vénézuélienne, la Chine injectait des capitaux, renforçait les infrastructures et consolidait son implantation dans un pays dont les ressources jouaient un rôle essentiel dans sa stratégie énergétique à long terme. Le signal était parfaitement clair. Pékin ne considérait plus le Venezuela comme un simple fournisseur alternatif, mais comme un élément central dans sa vision géopolitique globale. Cette percée chinoise n'avait rien d'improvisé ni de spontané. Elle s'inscrivait dans la continuité d'une relation qui s'était progressivement intensifiée au cours de la décennie précédente. Dès 2023, Caracas devint la première nation d'Amérique latine à obtenir le statut de partenariat stratégique global permanent, l'un des niveaux diplomatiques les plus élevés accordés par la Chine. Un rang réservé uniquement à quelques États considérés comme des alliés inébranlables, quelles que soient les turbulences géopolitiques. Ce statut représentait bien plus qu'une simple appellation. Il incarnait un engagement durable, un soutien financier régulier, une coopération militaire indirecte et une stabilité diplomatique à long terme. Ainsi, quand Washington tenta d'ériger un mur tarifaire pour isoler le Venezuela, les États-Unis ne se retrouvèrent pas face à un pays marginalisé, mais face à une alliance déjà consolidée, solidement structurée et protégée par des accords bilatéraux établis depuis des années. Mais le lien le plus puissant entre les deux nations était d'ordre financier. La Chine avait prêté au Venezuela près de 60 milliards de dollars au total, conçus pour être remboursés non pas en argent liquide, mais en livraison régulière de pétrole. Un mécanisme fermé, impossible à interrompre par des sanctions extérieures. Le Venezuela devait livrer du brut et la Chine devait le recevoir. Washington pouvait ériger toutes les barrières tarifaires imaginables, elle ne pouvait annuler un contrat international sans se placer en porte-à-faux avec le droit financier mondial. Ce système garantissait à Pékin un flux constant de pétrole vénézuélien, quelles que soient les pressions occidentales. Il enfermait également Caracas dans une relation où la Chine devenait indispensable tant sur le plan économique que sur le plan technologique. Pendant ce temps, les États-Unis commençaient à subir un effet boomerang inattendu. Un contre-coup que même les analystes les plus optimistes n'avaient envisagé. Les raffineries installées le long de la côte du golfe du Mexique, particulièrement au Texas et en Louisiane, avaient été conçues au fil des décennies pour traiter un pétrole lourd, épais, chargé en métaux et en soufre. Une catégorie bien particulière de brut, dont l'une des principales sources, parmi les plus fiables et régulières, n'était autre que le Venezuela. En voulant pénaliser Caracas, Washington perturba involontairement sa propre chaîne d'approvisionnement, affaiblissant une architecture énergétique façonnée durant des décennies autour du pétrole lourd d'Amérique du Sud. Pendant que la Chine consolidait un accès durable à cette ressource cruciale, les États-Unis se retrouvaient face à une vulnérabilité structurelle. Car une raffinerie spécialisée dans le traitement du brut lourd ne peut pas du jour au lendemain fonctionner avec du pétrole léger provenant d'autres régions. C'est l'équivalent industriel de tenter de faire tourner un moteur diesel avec de l'essence. Le système n'est pas fait pour ça. Et chaque minute d'utilisation comporte un risque majeur. Adapter ces installations nécessiterait des sommes énormes, des mois de travaux, et une profonde restructuration de leurs unités internes. Lorsque les sanctions américaines entrèrent en vigueur, le désordre s'installa immédiatement dans les infrastructures pétrolières nationales. Les entreprises durent se lancer dans une véritable course contre le montre pour trouver des substituts. Hausse des importations de pétrole lourd canadien, achat de cargaisons moyen-orientales à des prix supérieurs aux tarifs habituels, modification coûteuse des systèmes internes pour éviter l'arrêt des chaînes de production. La sanction ne frappa donc pas uniquement Caracas, elle infligea aussi aux États-Unis un choc économique direct, révélant une incohérence stratégique profonde. Et après toutes ces complications, quel succès Washington pouvait-il réellement capter ? Les statistiques d'octobre 2025 apportèrent une réponse déconcertante. Certes, les exportations totales du Venezuela avaient diminué d'environ 3/4. Mais l'objectif réel, provoquer l'effondrement économique du pays, ne se produisit jamais. Au lieu de s'écrouler, le Venezuela redirigea presque tout son pétrole vers un seul acheteur, la Chine. L'ampleur de cette réorientation fut saisissante. Pékin se mit à importer environ 663 000 barils de crude vénézuélien par jour, soit près de 80% de toutes les ventes du pays. Dans le même temps, les importations américaines s'effondraient à environ 128 000 barils par jour. Il ne s'agissait pas d'une simple réajustement commercial, c'était une transformation structurelle d'un marché que les États-Unis avaient dominé pendant des décennies et dont la Chine détenait désormais les leviers essentiels.
Loin d'isoler Caracas, la stratégie américaine avait en pratique offert son industrie pétrolière entière à son rival géopolitique le plus direct. Et la Chine ne se limita pas au domaine énergétique. En novembre 2025, un accord d'ampleur exceptionnelle fut annoncé. Un traité de libre-échange total entre la Chine et le Venezuela, supprimant les droits de douane sur près de 400 catégories de produits, allant des récoltes agricoles aux biens manufacturés. Ce pacte transformait une relation basée sur l'énergie en une relation économique globale, interconnectée et durable. Le Venezuela devenait une extension naturelle de la chaîne d'approvisionnement chinoise, à la fois fournisseur de ressources et marché pour les produits chinois. Cette intégration douanière scellait un partenariat beaucoup plus stable qu'un simple échange pétrole contre remboursement. Elle bâtissait un cadre économique dans lequel les deux pays devenaient interdépendants à long terme, échappant totalement aux pressions extérieures. En examinant l'ensemble de la situation, une conclusion frappante s'impose. Washington a commis l'une de ses erreurs stratégiques les plus importantes de ces dernières années. Les États-Unis misèrent sur leur arme habituelle, l'isolement financier, persuadés qu'ils pourraient provoquer un changement politique en asséchant les revenus d'un gouvernement jugé hostile. Mais cette approche reposait sur une vision dépassée d'un monde où l'hégémonie économique américaine demeurait incontestée. Or, cette ère touche désormais à sa fin. Depuis plusieurs décennies, la Chine construit patiemment des réseaux commerciaux alternatifs, des infrastructures financières autonomes, des circuits de paiement indépendants, ainsi qu'une diplomatie active sur plusieurs continents. Elle s'est dotée d'une marge de manœuvre économique lui permettant d'agir hors des systèmes contrôlés par Washington. Ainsi, lorsque la pression américaine frappa, le Venezuela ne s'effondra pas. Il se réaligna entièrement dans la sphère économique chinoise. Loin de contenir l'influence de Pékin, la stratégie américaine offrit involontairement à la Chine une victoire géopolitique majeure. Pékin obtint un accès privilégié à une ressource énergétique essentielle, renforça sa présence dans l'hémisphère occidental et consolida un axe stratégique qui, quelques années plus tôt, aurait paru improbable. Ce renversement mit en lumière les limites réelles du pouvoir américain et révéla les dangers d'une politique de coercition appliquée mécaniquement, sans prendre en compte les réalités d'un système international devenu multipolaire. Car ce qui s'est joué au Venezuela n'est pas une simple répartition des flux pétroliers, c'est le signe profond d'un changement d'ère géopolitique. L'ordre unipolaire façonné après la guerre froide, dominé par une seule superpuissance, s'estompe peu à peu. À sa place émerge un équilibre plus complexe, fragmenté, où plusieurs centres d'influence coexistent, s'affrontent, se chevauchent. Le cas vénézuélien incarne parfaitement cette évolution. Sous une pression immense, Caracas n'a pas tenté de renouer avec Washington. Il a choisi un autre pôle gravitationnel. Et ce pôle, aujourd'hui, c'est Pékin. Cette bascule représente un changement profond, presque tectonique, d'une ampleur rarement observée depuis la fin de la guerre froide. La Chine n'est plus un partenaire commercial de passage, ni un acteur périphérique que l'on peut écarter lorsque la tension monte. Elle est devenue un investisseur stratégique, doté d'une puissance financière considérable, un soutien diplomatique capable de neutraliser l'isolement imposé par Washington, et une force structurante offrant au gouvernement de la région une alternative crédible à l'hégémonie américaine. Dans de nombreuses capitales latino-américaines, l'idée même de s'aligner exclusivement aux États-Unis commence à se fissurer. Elle est remplacée par une stratégie de diversification où Pékin occupe désormais une position centrale. Ainsi, toute décision prise à Washington concernant l'hémisphère occidental doit intégrer un élément nouveau, incontournable, la réaction de la Chine. Plus aucune initiative n'est totalement unilatérale, aucune pression n'est assurée de porter ses fruits, aucune sanction n'est garantie d'être efficace sans que Pékin ne modifie les effets. Et c'est là que réside la leçon fondamentale. Dans un monde où chaque action déclenche une onde de choc bien au-delà de sa cible initiale, la conséquence la plus significative d'une politique n'est pas toujours son impact direct, mais parfois le renforcement inattendu d'un adversaire que l'on cherchait précisément à affaiblir. Le Venezuela n'a pas été la fin d'un système, il en a été la révélation. Son cas a exposé au grand jour l'affaiblissement d'un modèle unipolaire et l'apparition d'un nouvel ordre où l'influence américaine n'est plus garantie par défaut. Le paradoxe ultime est saisissant. En voulant fermer une porte, Washington en a ouvert une autre, bien plus vaste, derrière laquelle la Chine attendait déjà. Ce n'est plus seulement une affaire d'énergie ou de sanctions, c'est l'identificateur qu'un monde entier se recompose non pas sous l'impulsion des anciennes puissances, mais sous celle de ceux qui avancent quand les autres reculent. Et dans ce nouveau landscape, le Venezuela n'est plus le symbole d'un pays puni, il devient le premier témoin d'un ordre mondial en pleine mutation. Et maintenant, j'aimerais vraiment connaître votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce renversement géopolitique entre les États-Unis, la Chine et le Venezuela ?
Selon vous, est-ce le début d'un nouvel ordre mondial durable ou seulement une parenthèse stratégique ? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis absolument chaque réponse. Merci du fond du cœur pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce type de contenu. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et surtout à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses du même genre. Prenez soin de vous et à la prochaine.